Bonjour à tous, bienvenue sur Lift Talk, le premier podcast dédié à l'univers du street lifting et de la force, où nous abordons des sujets tels que la programmation, la nutrition, les méthodes d'entraînement pour résumer tout ce qui peut vous aider à progresser sans limite, que vous soyez débutant ou confirmé. Nous sommes Marco et Victor, coach et compétiteurs dans le milieu du street lifting. Nous suivons des athlètes également en powerlifting. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter lors du podcast et à nous les poster en commentaire. Le podcast est sur toutes les plateformes, que ce soit YouTube, encore Spotify, Deezer, etc. Bonne écoute à vous. Bonjour à tous, aujourd'hui un nouvel épisode, c'est le 16e épisode de Lift Talk sur les détails. Donc, on va faire une petite introduction tout d'abord pour vous parler un peu de ce qu'on va aborder aujourd'hui. On va mettre en opposition un peu tous les comportements excessifs qu'on peut avoir surtout au début de sa pratique et qu'est-ce que ça donne finalement, les dangers de ce comportement-là. On va aussi aborder tout ce qui est... on va refaire en fait une petite parenthèse sur la nutrition, le sommeil, etc. Et il va y avoir plein de sujets qui vont se greffer à la discussion au fur et à mesure. Voilà pour ça. Mon cher Victor, je te laisse embrayer. Donc l'importance des détails, ou non, c'est ça un peu justement qu'on va essayer de questionner, parce que on va dire que le postulat de départ, c'est que en règle générale, on va se dire... Pour les sportifs de très haut niveau, on a souvent donc des histoires, enfin l'explication, enfin les biographies, on peut lire, etc. Que les mecs, ils ont une vie qui est carrée, millimétrée, ils ont tout fait entre guillemets bien, que ce qu'on pourrait appeler bien. Donc ils sont bien alimentés, ils se sont couchés bientôt. Moi, je sais que quand j'étais, je pense fin collège, j'avais l'image, parce que j'étais à fond dans la boxe, de Mike Tyson. Et Mike Tyson, en gros, le postulat, c'était le mec qui se couchait à 20h. Et il se levait à 6h. Donc déjà, bam, 10 heures de sommeil, le gars se couchait à 20h. C'est pour ça, référence à un précédent podcast, quand on avait parlé de la récupération du sommeil, etc., que je disais que moi aussi, je me couchais à 20h. Totalement inspiré par ce truc-là. Et le mec, il s'entraînait aussi 6 heures par jour. Donc je me rappelle, ça, c'était vraiment les chiffres, la logique ultra quantifiée. Et donc, quand j'avais cet âge-là, pendant les vacances d'été, je me rappelle justement, je m'étais couché, bon moi, alors j'avais fait un peu à ma sauce. Ce 20h, c'était quand même un peu tôt, ça me faisait chier. Ah oui. Donc ça, c'est chiant quand même, ça casse un peu les couilles. Je m'étais couché à 22h, ce qui est quand même pas mal déjà, tu vois, quand t'es quand même fin collège, toi, t'as pas trop envie de te coucher hyper tôt quand c'est les vacances d'été. Donc je me couchais à 22h et je me levais à 10h. Je me suis dit, tu vois, Mike Tyson, il a pas vu assez gros pour les heures de sommeil. Lui, il faisait 10 heures, moi j'en fais 12. Parce que l'objectif, c'est de fumer Mike Tyson, en fait, tout simplement. Donc 22h, 10h. Et ensuite, en gros, on va dire que je lançais ma journée de travail en quelque sorte. C'est-à-dire que je partais courir. Je pense que je devais manger avant, je me rappelle plus hyper bien, mais je partais courir. Et je courais, je sais pas, 1h, 1h30. Et ensuite, le temps restant, je m'entraînais, je faisais un peu de muscu, genre conditioning, etc. Et des exercices de boxe divers et variés. De la corde à sauter avec des lestes de partout, etc. Sur tout le corps, des lestes de cheville, des lestes aux poignets. Et Beaucoup, quoi. c'est ça, voilà, pour cumuler 6 heures, 6 heures d'entraînement. Parce que... c'est là où on voit que j'étais complètement taré, tu vois, c'est que j'avais 14 ans. Déjà, ah oui, si jeune est déjà complètement cinglé, le mec. Complètement secoué. Mais tu sais que moi, quand je courais, à cette époque-là, donc à ce moment-là, pour travailler davantage mon cardio, pendant que je courais, je répétais à voix haute, mais de manière hyper intelligible, je suis le plus fort, je suis le meilleur, je suis le plus fort, je suis le meilleur. Tout ça, c'est des anecdotes vraies. Voilà. Donc comme ça me permettait d'une part de travailler davantage mon cardio et d'autre part de travailler ton mental. Voilà, c'est ça. De me matrixer, de me retourner le cerveau. Et donc voilà. Donc la question, c'est à cette époque-là, le postulat donc c'était respecter des horaires de sommeil très stricts et avoir donc en gros beaucoup de sommeil quand même, parce que même le postulat de Mike Tyson, c'était pas 12 heures, mais c'était quand même 10 heures, donc ce qui est beaucoup, au-delà des recommandations habituelles, et s'entraîner 6 heures par jour. Donc là, s'entraîner 6 heures par jour, c'est quand même costaud aussi. Et la question c'est, est-ce que ce mode d'entraînement, ce type de comportement est le meilleur ?
Et c'est là où justement on va vous introduire quelque chose qui est très important dans le sport, dans la préparation physique, dans toutes les activités sportives, et même d'ailleurs non sportives, hein, que ce soit pour le travail, toutes les tâches cognitives que vous pouvez avoir, une notion qui est très importante, que certains connaissent très certainement bien, mais qu'ils appliquent peut-être pas tant que ça, c'est la loi de Pareto. Donc la loi de Pareto, ou 80-20, c'est-à-dire la logique de, on va dire, l'efficacité en fait. C'est 20% des efforts vont apporter 80% des bénéfices. Donc ça sous-entend bien que si tu fais 20% des efforts, eh ben t'as pas 100% non plus des bénéfices. Faut pas déconner, tu vois. Il y a un moment, voilà. Mais tu obtiens quand même l'immense majorité de ce que tu peux obtenir. Donc finalement, est-ce que les 80 autres pourcents d'efforts que toi tu vas devoir mettre en place, à quel point tu vas devoir t'impliquer, dans quelle mesure ça va te permettre de bénéficier des 20% restants de bénéfices. Surtout si, de base, tu as une grosse marge de progression et que tu n'as pas du tout exploré l'entièreté de ton potentiel. Donc Marco, toi je sais que tu es un mec, voilà, tu es un gourou de la loi de Pareto, non j'exagère. mais après c'est un truc qui est schématique. Mais du coup, alors explique-nous un petit peu toi, ta vision sur la loi de Pareto, comment est-ce que toi tu mets en place ça dans ta vie? Bon, moi, je pense que la loi de Pareto, en ce qui concerne la musculation, c'est de la connerie. Avec 20% d'implication, vous aurez jamais 80% de résultats. Après, je nuancerais quand même en disant que c'est individuel. Oui. Et là, ça rejoint un peu le fait d'être doué ou pas pour la pratique en question. Après, la musculation, malgré cela, même si on est doué, faut quand même un certain niveau d'implication. Ça dépendra aussi de là où on veut aller, bien évidemment. Mais voilà, faut pas non plus s'enfermer dans des extrêmes, parce que je considère que les extrêmes sont toujours néfastes. Si vous voulez tout contrôler, là, tu parlais du sommeil, et moi j'ai un peu des anecdotes par rapport à ça, c'est que le sommeil, moi aussi, j'essaye de toute façon de me coucher à des heures fixes, etc. Je me lève plus moi avec de réveil déjà depuis des années. Ça aussi, ça a été... Ça s'est senti quand tu devais me raccompagner à la gare quand j'étais venu chez toi et que cet enculé, il se réveillait pas. Il fallait se réveiller à 6h parce que mon train était super tôt. Moi, j'étais en mode tout était prêt, j'osais pas aller le réveiller. Et j'étais là, non, bah, je fais quoi? Non, je me suis réveillé au dernier moment. Voilà, c'est ça. Putain, voilà. le moment, le timing était short. Mais on a été à l'heure. Voilà. Bon, il y aurait eu des policiers, il aurait pas eu son permis, mais on était à l'heure. Ouais, donc pour reprendre, il est fou. Pour reprendre, ouais, au niveau du sommeil, si après vous voulez à tout prix, par exemple, vous coucher à telle heure et qu'il y a quelque chose qui arrive dans votre vie, etc. En fait, si vous êtes trop dans le contrôle, en fait, c'est contre-productif. Mais ça, c'est pour tout. Si vous êtes trop dans le contrôle pour la bouffe aussi, déjà en plus ça va faire l'effet inverse parce que ça va générer du stress, ça va augmenter vos taux de cortisol, potentiellement voilà, vous allez moins récupérer, enfin ça va faire un cercle vicieux. Ouais, voilà, des événements en cascade en fait. Si vous êtes trop psychorigide, c'est très mauvais. Donc, mais en tout cas pour le sommeil, toujours est-il que je pense que la moyenne en gros c'est entre 7 et 9 heures de sommeil. Si vous avez ça déjà, c'est top. Si vous couchez avant minuit, c'est top aussi parce que voilà, les études montrent que quand on se couche quand même avant minuit, le sommeil est plus qualitatif, etc. Moi j'en ai fait l'expérience. Je pense que peut-être Victor aussi. Après, tout le monde, voilà, réagit plus ou moins, comment dire, à tout ça. Mais voilà, c'est ce que, voilà, sur le sommeil en tout cas, c'est ça. Donc la loi de Pareto, moi je trouve que en musculation, elle s'applique beaucoup moins que dans d'autres domaines, parce que c'est quand même un sport qui demande une grande implication. Et ouais, donc moi je trouve que c'est de la connerie. Voilà. Bah, disons que la loi de Pareto, c'est un peu exagéré, mais moi je dirais que c'est pas tant les chiffres qui sont importants, c'est-à-dire le 80-20, c'est plus la logique qu'il y a derrière. C'est-à-dire, donc comme on le disait tout à l'heure, faire 20% des efforts qui permettent d'avoir 80% des bénéfices, des résultats. Et ça veut dire quoi ça? Ça veut dire ne pas faire en gros ce que j'ai fait dans l'exemple que j'ai donné avant, c'est-à-dire s'entraîner 6 heures par jour, parce qu'on se dit ok c'est le quota, c'est ce qu'il faut pour être un champion, il faut s'entraîner 6 heures par jour, et
Voilà, peu importe si on fait pas ça, c'est on-off en gros. C'est soit tu t'entraînes 6 heures par jour, t'as tes chances et c'est Ouais. pas sûr, mais t'as des chances de devenir un champion. Soit tu t'entraînes pas 6 heures par jour et même tu t'entraînes 5h50, et bah c'est foutu déjà. Mais tu sais que moi je me rappelle à l'époque, moi j'étais là comme quand tu travailles. C'est-à-dire que je regardais ma montre, j'en pouvais plus, et j'étais en mode bon, bah ça fait pas 6 heures, faut que j'attende encore un petit peu, tu vois. Donc Ah ouais. voilà, ça typiquement, ce genre de comportement, c'est de la connerie, c'est être justement psychorigide, c'est être même complètement taré quand on a 14 ans de faire ça quand même, faut vraiment être allumé, tu vois. Et la logique, donc comme je disais, de ce qu'il y a derrière la loi de Pareto, c'est de faire le juste niveau d'implication. C'est ce qu'on appelle la dose minimale effective. C'est-à-dire la dose minimale qui permet déjà d'avoir des résultats, des adaptations. Quand on s'entraîne, ce qu'on recherche, c'est des adaptations physiologiques au niveau on va dire des tissus centraux, donc tout ce qui va être corrélé au système nerveux, et au niveau des tissus périphériques. Donc là, ça va être tissu musculaire, tissu conjonctif, non contractile, etc., etc. Donc la question, c'est quelle quantité d'effort me permet de commencer déjà à avoir des bénéfices. Donc là, déjà, bon, bah, c'est une question de le quantifier plus ou moins. Et après, bah, c'est quelle quantité va être la quantité au-delà de laquelle je ne vais plus avoir de bénéfices. Sous-entendu, bah, si je fais plus, ça va pas m'apporter plus. Et Mm. il faut se dire que c'est pas forcément au bout de 8 heures d'entraînement par jour. C'est même bien avant ça en réalité. Donc, et la courbe est pas tout à fait linéaire non plus. C'est-à-dire que ça va être une courbe un peu en cloche. Si je devais donner vraiment un truc hyper schématique, mais juste pour que vous représentiez l'idée, admettons, je sais pas, je m'entraîne, allez, 4 fois par semaine, la recommandation qui est pas mal, le bon compromis, 4 fois par semaine, et je fais 40 minutes d'entraînement par jour. Donc pas énorme. Admettons que 40 minutes d'entraînement, c'est la dose minimale effective. Ça me permet de progresser. Je progresse pas comme un ouf parce que voilà, c'est quand même pas non plus énorme, mais disons que j'ai déjà quand même des petits progrès de semaine en semaine, j'arrive à avoir des légers incréments, donc c'est pas mal. Si je rajoute 20 minutes, peut-être parce que je rajoute un petit peu de série, peut-être parce que je rajoute carrément un exercice, donc j'ai un petit peu plus d'effort, et ben je vais peut-être progresser un petit peu plus, parce que 40 minutes c'était peu, et là 1 heure ça va commencer à être pas mal. Ainsi de suite, jusqu'à admettons 1h20, 1h20 ça va peut-être être encore un petit peu mieux, je rajoute peut-être des séries, je rajoute peut-être des exercices, je prends peut-être aussi un peu plus de temps de repos, donc ça peut être aussi intéressant quand je commence à forcer. 1h20, 1h40. Là 1h40, ça va être un petit peu mieux peut-être qu'1h20, et encore sur l'aspect théorique encore une fois, mais ça va commencer à être un petit peu moins ouf. Disons que la courbe au début elle montait de manière c'était pentu on va dire, ça montait bien, et là ça commence à monter mais un peu plus doucement, elle commence à s'aplatir légèrement. Et peut-être que d'1h40 à 2h20, à 2h pardon, et ben là elle va commencer à légèrement s'horizontaliser, et après si je commence à dépasser comment dire, des durées trop longues, des volumes trop importants, des intensités trop hautes, et je vais finir par finalement avoir un effet de contre-productivité parce que j'aurais dépassé la dose maximale effective. Donc il faut toujours se situer entre cette dose minimale effective, celle à partir de laquelle je commence à avoir des adaptations et donc progresser, et la dose maximale effective, celle à partir de laquelle je commence donc à être déséquilibré au niveau de ma balance de la récupération. Balance de la récupération, c'est j'ai de la sollicitation, j'ai de la récupération via le sommeil, via mon alimentation, via la façon dont je m'hydrate, etc. Et la sollicitation, donc l'entraînement. L'entraînement, puis après, il y a d'autres choses en réalité qui rentrent en jeu, le mode de vie, si le mode de vie est plus ou moins stressant, ce genre de choses. Et donc, il faut que les deux s'équilibrent. Si je commence à pencher du côté de la sollicitation, ça va pas être bon. À la limite, si je penche du côté de la récupération, c'est mieux. Justement, tant que je suis pas à l'équilibre, en fait, je suis pas forcément, c'est pour relier avec cette courbe que je disais, tant que je suis un petit peu déséquilibré du côté de la récupération, c'est que j'ai pas dépassé, je suis pas arrivé à la dose, la dose la dose optimale effective. Ouais. Dose optimale effective qui donc se va situer, on va dire, plus ou moins au milieu. Donc voilà, ça c'est très schématique, j'espère que vous êtes à peu près représenté l'idée, mais tout ça pour dire que si vous en faites trop peu, vous n'aurez pas de bénéfice, comme ce que disait Marco, 80-20 c'est un peu exagéré, c'est pas assez. Si vous en faites beaucoup trop, et beaucoup trop, comme j'ai dit, c'est peut-être pas si rapidement que ça. C'est par rapport à votre mode de vie. Si vous avez un mode de vie qui est très sollicitant, vous êtes stressé, que vous avez un taf avec des horaires qui sont contraignants, et que votre récupération de l'autre côté de la balance également, elle est pas ouf, parce que pareil, vous pouvez pas dormir 8 heures par nuit, parce que pareil, votre travail, vous avez du chemin à faire pour aller au boulot, donc les transports, etc. Il faut peut-être revoir. Peut-être que pour vous, la dose optimale effective, elle sera un petit peu moindre. Donc c'est toujours cet équilibre-là à trouver. Et en faire beaucoup plus que cette dose optimale effective, ça sert pas, en fait. Ça sert pas à grand chose, ça va que venir puiser davantage dans nos capacités de récupération. Donc il faut vraiment essayer
d'avoir une approche beaucoup plus flexible. Et moi, ce que je donnerais comme repère, ce serait de commencer, en réalité, plus proche de la dose minimale effective. De commencer avec peu, très peu. Parce qu'au moins, je suis sûr que si je rajoute au fur et à mesure, je vais pouvoir voir en fait toutes ces différentes étapes et me rendre compte de à quel point j'évolue dans ma courbe et à quel point je risque à un moment de la dépasser. Je sais pas toi si t'as un peu cette approche, Marco, Ouais, pour déterminer le volume. c'est exactement ça, tu vois. More is better, less is better en fait. Ouais, Enfin, c'est moi, ça. je serais plus less is better. Mais aussi, bah, ce truc-là, il évolue forcément avec votre niveau de pratique. Il évolue aussi selon vos objectifs. Et de toute manière, si vous voulez continuer à avancer au fur et à mesure des années, votre implication devra aussi être de plus en plus importante. Moi, je me rappelle d'un podcast que je trouvais très intéressant dans l'approche de Rudy, par exemple, qui disait que au début, voilà, tu fais pas gaffe trop à ton entraînement, tu fais pas trop gaffe à ton sommeil, juste tu vas à la salle, tu t'entraînes, ça va le faire. Même si tout n'est pas très quantifié, etc. Au fur et à mesure de ta pratique, va falloir que tu fasses plus gaffe à ce que tu fais à l'entraînement. Ensuite, va falloir que tu calibres ton sommeil, que tu trouves aussi les bons aliments, etc. Et ça aussi, des fois, moi, ce que je vois souvent, c'est des gens qui ont des objectifs, mais qui n'ont pas le niveau d'implication corrélé à ces objectifs. Donc, c'est aussi important d'être réaliste quand on se fixe un truc, de prendre tous les paramètres en compte, même si des fois on n'a pas, on conscientise pas, parce que par exemple, le fait d'être doué, ça c'est pas hyper palpable au début. Vous allez le voir assez rapidement, mais en un mois vous verrez peut-être pas votre potentiel en fait. Donc après, au bout d'un an, 2-3 ans, déjà on a une meilleure idée par rapport à ça. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Mais moi, je te rejoins complètement sur le fait de peut-être au début en faire moins, et puis plus ça va, voilà, plus vous augmentez votre implication, et sans pour autant basculer dans l'extrême, où là, ça va être contre-productif. En plus de ça, voilà, vous risquez de plus avoir de vie sociale. Enfin, voilà, vous allez vous priver d'énormément de choses, surtout que dans nos sports à nous, l'enjeu est quand même assez faible, voire inexistant. C'est pour votre gloire personnelle. Voilà, c'est ça, ouais. Voilà, c'est pour votre ego à vous. Tout le monde s'en fout, hein, que vous fassiez 200 au squat, les gens s'en foutent clairement. Et puis vous allez gagner une petite médaille et vous allez être content, quoi. Donc voilà. Mais après, voilà, tout dépend. Il y a des gens, ils ont pas des gros objectifs. C'est pareil aussi. Tu parlais d'implication et tu parlais aussi de peut-être commencer avec petit, mais pareil, se fixer des objectifs petits au départ. Et parce que moi, souvent, ce que j'ai aussi, et ça, on en a souvent parlé, c'est des gens qui, dès le départ, se fixent des trop gros objectifs et qui s'écœurent, qui deviennent aigris parce qu'ils voient qu'ils atteignent pas leur objectif. Et ça, c'est pas une bonne stratégie. Vaut mieux se fixer des objectifs qui seront atteignables dans 90% des cas que de se fixer des trucs t'es pas sûr. Tu vois, moi, je sais, à titre perso, quand je me fixe des objectifs et surtout quand je les dis, genre, je sais pas, je dis ça à un pote ou je dis ça sur les réseaux, je suis quasiment sûr que je vais l'atteindre. Comme ça, je prends pas de risque. Et on pourrait se dire, finalement. on pourrait se dire, ouais, mais faut viser la lune pour atteindre les étoiles. Ouais. mais non, mais non, parce que c'est le meilleur moyen de jamais réussir le truc, tu vois. Après, il y a différentes écoles, hein, mais peut-être que c'est parce que maintenant j'ai un peu plus de sagesse à mon âge, et un mec de 20 ans, je pourrais comprendre qu'il se fixe des objectifs monstrueux, mais c'est aussi à cause de ça que il y a pas mal de pratiquants qui arrêtent, à côté de ça qui se blessent parce que justement leur implication, enfin leur niveau d'entraînement
était trop important, il s'entraînait trop de fois, fréquence trop importante, durée trop importante, charge intensité trop importante. Donc voilà, il y a tout ça, voilà, à analyser, à mettre en corrélation. Et voilà, je te rejoins encore une fois, mon cher Bah oui, non, mais de toute façon, il faut se dire que, déjà, comme tu l'as dit, il n'y a pas, y a pas grand-chose à gagner à part la gloire personnelle. Donc, chercher tout de suite à être, je sais pas, sur les plus hautes sphères, on va dire, de l'activité, et ben déjà d'une, ça vous apportera pas grand-chose, même si ça peut être très satisfaisant, mais concrètement, ça vous apportera pas grand-chose. Il faut toujours avoir cette logique assez long terme, parce que, bah, surtout quand on débute, ou même qu'on est intermédiaire et qu'on se rend compte qu'on a un bon potentiel, qu'on progresse vite, ok, se dire oui, je veux avoir tel total, raisonner trop de manière chiffrée, parce qu'en fait, on peut se rendre compte que, ça on en a parlé plusieurs fois, mais c'est une notion qui est importante, quand on progresse et qu'on est doué, eh ben, on va réussir à augmenter assez rapidement les charges, et ce qui va se passer, c'est que, bah, ok, on se renforce, on devient de plus en plus musclé, et donc, comme on le sait, bah, plus on est musclé, plus on arrive à développer de la force. C'est un facteur, on va dire, de développement de la force qui est assez important, primordial. Et le problème, c'est que en revanche, toutes les structures passives, les tissus conjonctifs, vont s'adapter beaucoup moins rapidement que les tissus musculaires et le système nerveux. Ce qui fait qu'en fait, on va devenir beaucoup plus fort que ce qu'on est capable de supporter. Et donc là, l'idée, c'est de se dire, bah ok, je pourrais aller chercher des progrès plus rapides, ok, je pourrais aller monter sur des intensités plus hautes en fin de bloc, mais finalement, comment dire, quelle est la balance coût-bénéfice? À court terme, moyen terme, je vais progresser plus vite, mais à force d'aller chercher systématiquement des intensités de plus en plus hautes en fin de bloc, et ben, je vais finir par me blesser très bêtement, surtout si en plus je fais pas un travail un peu spécifique au niveau du renfort et des adaptations, de recherche d'adaptation au niveau des tissus conjonctifs. Parce que c'est toujours en fait cette histoire de déséquilibre entre la force qu'on est capable de produire et la charge plutôt qu'on est capable d'encaisser. Et ça, bah, justement, d'avoir une quête toujours plus rapide et plus haute des objectifs, de se fixer des objectifs de fou, et ben ça fait que parfois, ok, oui, tu peux atteindre ces objectifs-là, mais finalement, une fois que tu les as atteints, bah, tu les as atteints dans quel état? Parce que tu t'es dit, je veux tel total, et jusqu'à ce que j'atteigne ce total, je vais serrer les dents, et donc, bah, il va y avoir une sorte de truc où peut-être que, comme on le sait, est pas mal. La douleur est pas mal, comment dirais-je, entre guillemets psychologique. On en a déjà parlé aussi, mais c'est toujours une interprétation du cerveau d'un message, d'un signal qui est envoyé par des récepteurs au niveau des tissus, différents tissus, donc muscles, tendons, ligaments, tout ça. Et donc, bah, finalement, peut-être que je vais réussir à avoir une sorte de off au niveau de ce message. Je vais réussir à faire taire ce message. Sauf que ce qui va finir peut-être par se passer, c'est que bah, une fois que j'aurai atteint mes objectifs, je vais les atteindre, je serai en lambeaux et je vais enfin ressentir la douleur que je commençais peut-être à percevoir, et je vais finir tout cassé, je vais plus pouvoir m'entraîner du tout correctement, et là ça va être la cascade aux enfers, je vais être que sur comment dire, un truc de bah j'ai perdu mon niveau parce que je me suis blessé, j'ai mal, et je vais chercher à le regagner progressivement, et ensuite je vais le reperdre parce que bah justement je vais me refaire mal. Donc tout ça, bah c'est la grosse difficulté, on va dire, et c'est pour ça que bah moi c'est un truc que j'avais pas mal en tête aussi avant, chercher à se fixer des objectifs hyper hauts, ça fait rêver. C'est vrai qu'en termes de c'est le genre de conneries qu'on peut voir sur les réels Instagram de développement personnel, comme ce que tu as dit, exactement le même exemple de viser la lune, vous atteindrez les étoiles. Mais le truc, c'est qu'il faut voir petit à petit. Et tu as dit un truc qui était intéressant, c'était de se fixer un objectif qui, dans 90% des cas, tu as des chances de l'atteindre. Moi, je trouve que ça, c'est hyper important comme notion, parce que je pense que dans le sport et dans la musculation, le strict-lifting notamment, il faut se créer une culture de la réussite. C'est ça. C'est-à-dire que moi, Une typiquement, dynamique. en fait, voilà, c'est ça. Moi, typiquement, pour moi, genre, c'est impossible que je fasse un échec en compétition ou quoi, parce que sur ma programmation, déjà, je n'ai pas d'échec. Ou alors c'est vraiment, mais c'est rarissime, et c'est parce que c'est moi qui ai fait le con. J'ai voulu aller m'entraîner, j'ai pas voulu, parce qu'en fait, il faut avoir une logique un peu dynamique. C'est-à-dire qu'il y a des moments auxquels la programmation est fixée, elle est faite d'avance, sauf que si vraiment t'es crevé pour X ou Y raison, et que tu veux pas décaler la séance, ou que tu veux pas simplement de l'eau ponctuellement sur la semaine, et bah là oui, peut-être tu vas te foirer, mais c'est parce que c'est toi que tu seras un connard, tu ne seras pas écouté. Donc systématiquement, si je fais l'effort de m'écouter, voir comment je suis, en plus moi, bah, comme on en avait parlé, j'ai une approche
pour moi en tout cas, au niveau de l'entraînement, qui est très dynamique de cette manière-là, par rapport à mon état de forme, etc., même s'il y a quand même des choses qui sont programmées de base, évidemment, et ben ça fait que, en fait, j'ai jamais d'échec. Je ne rate jamais, j'ai peut-être comment dire, des trucs qui sont prévus de base, qui sont un peu plus durs que ce que j'aurais voulu, parfois, mais c'est vraiment ça le plus gros échec, entre guillemets, que je pourrais affronter. Sinon, je réussis toutes les barres que je fais systématiquement, et ça fait qu'en compétition, bah, tu arrives, et vu que tu n'as jamais fait d'échec à l'entraînement, pourquoi tu ferais un échec en compétition? Tu réussis tout le temps systématiquement les choses. Donc peut-être que ce sera dur parce que la fatigue, l'accumulation, si tu arrives sur le squat en dernier exercice, mais tu grinderas. Parce que bah, t'as pas appris, toi, de toute façon, à faire tomber la barre. Ça n'existe pas, tu vois. Et ça, c'est un truc tout con. Niveau entrepreneuriat, pareil, ça pourrait être un extrait. Paf, on le met sur un réel Instagram avec une musique un peu stylée, là. C'est toujours la même, je sais plus laquelle. Et avec des banderoles de chaque côté, là, en haut et en bas. Et là, bam, on a un super réel Instagram. Et un réel Instagram d'entrepreneurial. Cultiver en fait cette logique de la réussite. Et ça passe aussi par la sélection de bons objectifs et donc des objectifs qui ne vont pas être trop extrêmes, tout simplement. En tout cas, à moyen, court terme. Donc ça, voilà, c'est une première logique qui est importante à avoir. Se conditionner à se créer de la réussite, mais ça, c'est censé passer par la programmation et une bonne écoute de soi. Il faut pas, même si vous êtes coaché, parfois il faut un peu, il faut dialoguer avec le coach. Ok, la programmation, elle est faite à un instant T par rapport au retour que vous avez fait sur une semaine, en fonction de comment ça fonctionne avec le coach, etc. Et il y a un truc qui est censé être prévu, mais comme je l'ai dit, si vous êtes cramé, parce que je sais pas, vous n'avez pas dormi la veille, enfin n'importe quelle raison possible, et ben il faut adapter. Il faut avoir cette logique-là. Vous vous faites coacher, mais il faut quand même pas être complètement con. Si, je sais pas, si à un moment, ton coach il fait une erreur de frappe, t'as 120 en max au squat, et le mec il te met 200, et 3 reps, bah tu vas pas charger 200 et tu vas pas faire 3 reps, tu vas pas être complètement con, tu vois. Bah c'est le même principe, c'est de pas écouter complètement aveuglément, évidemment qu'il faut écouter, mais parfois il faut dire ok, ceci, cela, je me sens plus ou moins machin, etc. Et après, bon, peut-être que le coach il va vous rassurer, bon j'ai vu que tes RPE la semaine précédente était très bas, là même si t'es pas en forme, normalement ça va passer, fais ta chauffe, fais ta gamme montante, à moins que vraiment ça se passe pas bien sur ta gamme montante, sur tes tes last warm-up, et ben fais quand même, ce sera un petit peu plus dur que ce qui est prévu, mais ça passera, tu récupéreras bien, tu géreras ta récupération les jours qui suivent, et ça ira très bien. Et ça aura pas entaché le schéma de progression au sein du bloc, etc. Mais bref, il faut donc avoir cette logique dynamique, très important, et de communication quand on se fait coacher. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Et donc, pour en revenir au sujet de base, il y a donc cette logique de se dire, comme on le disait, il y a des gens en fait qui vont vous s'inventer, en tout cas, des modes de vie en vous disant que ils ont telle manière de faire, de s'alimenter, de dormir, etc. Un peu comme ce que je vous ai décrit pour Mike Tyson. Et globalement, en fait, c'est des gros mythos. Dans, je sais pas, 99,99999% des cas, c'est des énormes mythos. Les mecs qui vont associer leur réussite, en tout cas, c'est ce qu'ils vont vous dire, c'est ce qu'ils vont vous vendre, leur réussite à leur mode de vie. Et en réalité, ce sera pas nécessairement le cas. Ce sera parce qu'ils ont appliqué des bases immuable pour tout le monde. Donc globalement, ce qu'on vous a dit avant, en termes de sélection du volume et de l'intensité, en appliquant cette logique progressive d'ajout au fur et à mesure et d'allongement des séances. Et si on vous vend un mode de vie de moine qui permet, et qui est même d'ailleurs, même pas qui vous permet, mais qui est la seule manière de performer, et ben fuyez, c'est que là on essaye de vous vendre quelque chose qui est totalement faux. Et c'est là après on a des pensées, enfin un mode de raisonnement psychorigide, et que on se retrouve à se dire bon si je fais pas ça, et en fait c'est de la merde. Ce que je fais c'est de la merde. C'est-à-dire que si j'ai à manger un chocobon dans un moment, et tous mes entraînements du mois dernier sont foutus. Voilà, donc c'est baisé. Voilà. C'est là, évidemment, je fais une exagération plus, mais en gros de se dire le moindre truc pas correct que je mange, c'est foutu pour moi. Je fais une série en moins dans une séance, c'est foutu pour moi. Je me couche une heure de plus tard que prévu, c'est foutu pour moi. Tous ces raisonnements ultra psychorigides, c'est leur meilleur moyen de vous faire avoir justement un rapport ultra malsain avec l'entraînement, avec l'alimentation, et finalement de développer des troubles comment dire, de n'importe quelle
catégorie que ce soit, et de pas du tout progresser, et en plus d'avoir, de vous sentir pas bien, quoi. Je pense que je sais pas si toi t'as vécu un petit peu ça, si t'as eu ce genre de toi-même, ou si même au travers de personnes que t'as suivies ou que tu as connues, t'as eu des gens qui ont eu un petit peu ces modes de pensée-là et qui en ont justement un peu souffert. Ouais, bah souvent en plus ce qu'on peut voir c'est que les gens ont ce genre de mode de pensée, ils font ça sur un petit temps et puis finalement ils se rendent compte qu'ils font une belle connerie et puis voilà, ils changent après leur fusil d'épaule. Mais moi il y a un truc hyper intéressant, t'as développé pas mal de notions là. Et moi il y a une notion qui me parlait vachement, c'est le mode de vie et de certaines personnes, et je dirais de l'élite, que souvent l'élite, même des champions des fois olympiques, etc., ils vous font croire que ouais mais c'est le travail, c'est parce que j'ai bossé comme un fou, je me suis impliqué nuit et jour, à chaque instant. Et en fait quand t'analyses le truc, tu vois, tu te rends compte que non, pas du tout, que justement peut-être que le mec il était même moins appliqué que des amateurs, et que je veux pas non plus propager un truc de déterminisme, en mode voilà, de toute façon tout est écrit, vous avez un potentiel donné et puis voilà, une fois atteint, voilà, je vais pas vous dire ça, mais je peux quand même vous dire sans vous vendre du rêve que en gros, on fera pas d'une 2 chevaux une Ferrari. Enfin, voilà, vous avez quand même un potentiel donné, et que malgré tout votre niveau d'implication, et ça, moi, je l'ai vu autour de moi, hein, pas mal, hein. Surtout d'ailleurs qu'on faisait partie de Super Physique, où quand même, petite balle perdue, il y avait quand même pas mal de mecs pas doués, mais bon, c'était un truc qui se revendiquait comme ça, en fait, donc rien d'étonnant. Et les mecs avaient des niveaux d'implication extraordinaires pour certains, et tu voyais les résultats, ils étaient pas en corrélation avec tout ce qu'ils mettaient en place. Et à côté de ça, on voit des mecs en power et en street qui mangent des kebabs tous les jours, qui à mon avis ont des sommeils qui sont pas géniaux, qui s'entraînent n'importe comment, et pourtant ils ont des résultats de fous malades. Donc c'est rageant. Mais c'est comme ça, il faut l'accepter aussi. Enfin, moi je pense qu'on peut toujours s'améliorer. Je pense qu'aussi que si on met les choses en place, on s'implique de plus en plus, on va avoir des résultats. Mais peut-être que ces résultats seront pas à la hauteur de vos espérances. Et bien souvent, ils le sont pas. Donc voilà, vous enfermez pas dans un truc, parce que en gros vous allez vous rendre compte que c'est de la connerie. Faites quand même les trucs de base, comme tu disais Vic, genre les trucs immuables qui fonctionnent, voilà. Mais soyez pas des tarés à vous coucher à 20h pile, sinon voilà, la nuit elle est foutue, ou ce que tu disais avec le chocobon, parce que ça, attends, ça tu rigoles, mais ça c'est vrai de vrai, hein. Ou même à l'entraînement, typiquement. Genre, je foire une série, mon entraînement est foutu, tu vois. Enfin, c'est ça, ouais. Mais non, pas du tout, tu vois. Enfin, faut pas non plus aussi être trop dur avec soi-même. Même s'il faut avoir une certaine discipline, etc. Mais faut pas non plus être un malade dans sa tête, voilà quoi. Enfin, donc voilà, moi je suis d'accord avec toi. Et il y avait aussi une notion que t'as abordée au tout début là, et que moi je trouve que c'est vraiment le truc, c'est que si vous êtes trop dans le détail, en fait vous allez perdre votre envie, parce que ce qu'il faut se poser comme question, c'est pourquoi vous êtes venu à faire ce sport-là. Pourquoi en fait? C'était quoi? C'était juste pour avoir des perfs de fou, ou c'était parce que ça vous procure du plaisir? Je pense que la question est vite répondue. Donc, faut pas perdre ce plaisir. Le plaisir à l'entraînement, c'est le truc numéro 1. S'il y a plus ça, bah c'est mort en fait, hein. Après, il y a des trucs à mettre en place pour que ça revienne, etc. Enfin, mais ou sinon changer carrément de sport, hein, des fois. Moi, je connais des gens qui ont carrément changé de sport parce qu'ils étaient blasés.
Mm. Ils étaient blasés du truc. Donc, c'est le meilleur moyen de se dégoûter de ce que vous êtes en train de faire. Donc, et essayez de garder du plaisir dans ce que vous faites. Et voilà, pour moi, c'est le truc le plus important. Parce que ça en découlera tous les autres choses. Et il y a un niveau d'implication qui est corrélé aussi à votre vie, quoi. Enfin, parce que si, je sais pas, vous êtes père de famille, vous avez un boulot avec des beaucoup de responsabilités, enfin voilà, enfin faut tu vois ça d'ailleurs, tiens, là je vais parler d'un mec que je suis, Mathieu, si tu m'entends, et alors lui il avait pas non plus des espérances extrêmement élevées. Mais en fait, il s'est pris un mur là récemment parce que voilà, il dormait trop peu, il cogitait trop, il bossait trop, etc. Donc ça aussi, quand vous faites un sport comme surtout la force, mais la musculation aussi, faut savoir que de toute manière, à un moment donné, vous allez devoir avoir une implication qui est peut-être même plus importante que d'autres sports. Moi, je pense pas que genre les joueurs de foot, ils ont un niveau d'implication, même des joueurs de foot professionnels, sans dénigrer la pratique. Mais je pense pas qu'ils ont des niveaux d'implication aussi élevés que certains amateurs dans la musculation. Parce que c'est deux sports qui sont complètement différents, avec des objectifs différents. Je sais pas ce que t'en penses toi, Victor. Ouais, bah il y a une culture qui est différente. Je pense que la musculation, c'est vraiment le sport typique où tu sais, c'est hyper associé avec le fait de bien s'alimenter et justement Ouais. d'avoir une hygiène de vie globale la plus Un stricte et la plus lifestyle. carrée possible. Ouais. Ouais, c'est ça. Que c'est beaucoup moins le cas. Tu sais, on a toujours cette image. C'est un truc qui est hyper redondant de dire, ouais, l'alimentation, c'est 70% des résultats. Ça, pareil, on a déjà eu l'occasion d'en parler. On a déjà eu l'occasion de dire à quel point c'était de la merde. Parce que, bah, mange parfaitement bien, mais ne t'entraîne pas. Si c'est censé être 70%, tu devrais quand même avoir plus de bénéfices que si tu faisais l'inverse. Or, ce sera pas du tout le cas. Et donc, c'est vrai qu'on a cette image que l'alimentation, c'est un pilier qui est fondamental. Ok, ça a une importance qui est indéniable, mais faut pas déconner non plus, pour nuancer. Et ça, on l'associe donc énormément avec la musculation. Pareil pour le mode de vie. Genre, généralement, dès que tu dis, moi je me rappelle, c'était. Enfin, il y a quelques années, quand je disais que je faisais de la musculation, parce qu'on me demandait bah, pourquoi j'étais balèze en gros, je disais que je faisais de la musculation, il me dit ah ouais, bah du coup, t'es obligé, on me disait t'es obligé de faire hyper attention à ce que tu manges, t'es obligé de pas sortir le soir, de faire ceci, de faire cela. Genre, il y a un truc qui est associé. Par contre, s'il y a un mec que tu rencontres, qui dit il fait du foot, il a un très bon niveau, les gens vont pas lui dire ah bah t'es obligé de bien dormir, de bien manger. Non, juste ils disent bah comment ça se passe, tu t'entraînes combien de fois, combien de jours, machin, etc. C'est pas du tout les mêmes questions parce qu'on n'a pas du tout les mêmes associations qu'on fait dans l'esprit. Et concrètement, bah c'est assez comment dire, il y a une vraie corrélation avec la réalité. C'est-à-dire que en effet, c'est quelque chose qui se vérifie. Les mecs qui font de la musculation, eh ben, ils ont une application au niveau du lifestyle qui est aussi plus importante que pour ceux, bah, comme tu as cité, qui font du foot, mais aussi d'autres sports collectifs. Hein. Même, je pense, si on parle de rugby, basket, les sports principaux, les sports collectifs principaux, eh ben, on peut remarquer exactement la même chose. Les mecs, en vrai, ils ont des hygiènes de vie qui sont la plupart du temps dégueulasses. Donc c'est pas quelque chose de bien non plus. Hein. On ne prône pas le fait d'avoir une hygiène de vie pourrie. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, comment dire, les adaptations qu'on va avoir liées à l'entraînement, elles sont toujours fonction de la balance que j'ai citée précédemment. Le niveau de sollicitation versus le niveau de récupération. Donc il faut toujours être à peu près équilibré là-dessus. Si vous êtes très déséquilibré, mais ça c'est peu importe le sport, parce que dès qu'on parle de sport, on cherche des adaptations. Elles sont de différents types simplement en fonction de l'activité. Quand on fait de la musculation, bah, on veut des adaptations au niveau des tissus les tissus périphériques, musculaires, etc., que quand on fait du foot, du rugby, beaucoup moins. C'est des adaptations beaucoup plus centrales au niveau du système nerveux qu'on recherche sur la prise d'informations, sur le développement des réflexes, la coordination, même si c'est aussi le truc qu'on veut dans la musculation, mais c'est fait de manière différente, bref. Et donc tout ça, bah, ça va être des choses qu'on va associer d'une manière ou d'une autre. Donc bref. Qu'est-ce que je voulais dire tout à l'heure? Oui, tu avais dit donc un truc qui était intéressant sur lequel je voulais rebondir, c'était que moi, tu vois, quand j'avais commencé la musculation, il y avait vachement cette image de on a un potentiel de développement de base, on va dire, et il y a un plafond, on va dire. En gros, il y a un plafond, et je sais que le plafond, on disait qu'on l'atteignait au bout de 3 ans de muscu. 3 à 4 ans de muscu. Moi, Tu vois, 5 ans, moi, je me rappelle.
5 ans, ok, je me rappelais plus très bien, mais ça doit être quelque chose comme ça en effet. Donc, Ouais, bref, quelque le chose. développement physique plutôt. C'est ça. Oui, oui. C'était Oui, c'est musculaire. ça. Au niveau de Ouais. le développement de la masse musculaire, c'est ça. Et donc, et je me rappelle même moi que quand j'avais, je pense, 18 ans, et ben on me disait, là en gros, des mecs du milieu, hein, des mecs très impliqués dans le milieu, ils me disaient, ah ouais, bah là t'es balèze pour ton âge, mais certainement que tu ne deviendras pas du tout plus musclé que ce que tu l'es maintenant, en gros. Et évidemment, bon, quand je vois des photos de moi à 18 ans, Dieu merci, je suis 100 fois plus balèze, non, j'exagère, mais disons que j'ai encore bien progressé. Et quand j'avais 18 ans, bah, ça faisait déjà justement 6 ans que je faisais de la musculation. Donc techniquement, j'étais justement censé en effet avoir atteint mon plafond, Ouais. normalement. Et c'est là où on voit que c'est une giga connerie, que ces idées de plafond, eh ben, je m'en suis vachement éloigné, et que Ouais. maintenant je suis intimement convaincu qu'il n'y a pas vraiment de limite. Mm. Ça peut paraître un petit peu con, mais sky is the limit. Attention, ça c'est beau. Je sors des masterclass comme ça, par-ci, par-là. Et donc, il n'y a pas vraiment de limite au niveau de la progression. Évidemment que vous progresserez pas aussi vite à votre 7e année, admettons, de musculation qu'à votre première, ça c'est une évidence, mais vous progresserez quand même si vous mettez les choses Mm. en place de la bonne manière, c'est tout. C'est ça. Et donc, quand on en revient justement au potentiel de base, parce que c'est vrai que ça, il y a des potentiels innés. Il y a des gens, ils vont s'impliquer beaucoup moins, ils vont faire beaucoup moins bien les choses, et ils vont progresser beaucoup plus vite, pardon, et beaucoup plus loin que des mecs qui font tout de manière très carrée. Nous, comme on a dit, on en a rencontré plein avec Superphysique. On a vu des mecs qui avaient, comme tu as dit, des implications de ouf, que la plupart des gens, moi avec qui je m'entraîne actuellement, qui ont un potentiel assez élevé, je leur explique parfois justement des mecs qu'on a connus de cette époque-là, ils me disent mais putain mais c'est terrible, j'aimerais trop pas être comme ça et tout. J'étais en mode bah ouais mais bon au moins tu vois ils ont développé une abnégation de ouf et les mecs ils ont un mental de fou furieux tu vois. Donc c'est aussi stylé à ce niveau-là. Mais bref, qu'on ait un potentiel très élevé de base ou pas du tout, il y a toujours moyen de progresser à l'infini. Simplement, après, c'est le référentiel qu'on va se fixer. Le référentiel qu'on va se fixer, il va être très important. Même pour les mecs doués, comme on l'a dit, si vous fixez des référentiels trop vite, vous allez avoir cette problématique de chercher à progresser trop vite, vous blesser, faire les choses pas correctement. Et si vous fixez à nouveau ce référentiel trop, mais que vous n'êtes pas plus doué que ça, et ben là, pour le coup, vous allez avoir plus un phénomène de frustration et potentiellement d'abandon également, parce que vous allez vous dire, bon, bah, c'est pas fait pour moi. C'est pas forcément une mauvaise chose, hein. Si vous vous tournez vers une autre activité qui elle vous épanouit plus, pourquoi pas. Mais je pense que si vous êtes là et que vous nous écoutez, c'est que vous êtes quand même assez investi dans la pratique. Donc a priori, même si vous n'êtes pas forcément très doué, vous voulez quand même continuer de progresser. Donc c'est un très bon choix également. Et simplement ensuite, bah, il faut mesurer son niveau d'implication d'un point de vue concret, le nombre d'heures qu'on passe pour ce qu'on fait. Donc, c'est-à-dire, bah, si vous programmez vous-même le temps que vous mettez pour vous programmer, ensuite, bah, le temps que vous êtes à la salle, le temps pour y aller, etc. Parce que c'est du temps pris sur votre temps libre. Donc, c'est du temps que vous déployez pour ça et pas pour autre chose. Donc, c'est qui fait partie de votre équilibre, on va dire, un peu psychologique. Et donc, faire cette balance-là avec l'implication que vous avez et le bénéfice perçu que vous en ressentez. Ça, c'est des choses qui sont très importantes pour pas développer en fait un truc trop rigide. Et c'est ça, on voulait en venir avec ce podcast sur l'implication et l'importance des détails. C'est que en fait, de vouloir rentrer trop dans les trucs hyper pointilleux, toujours selon cette logique de la loi de Pareto, qui, comme on l'a expliqué, le chiffre est pas bon, mais la logique est bonne. Si vous voulez faire des trucs ultra minutieux et que vous n'avez pas fait en fait les choses en amont, ou que vous voulez toujours rajouter un truc, un détail pour faire mieux, pour progresser plus vite, et ben en fait c'est tellement une goutte d'eau dans l'océan, vous n'allez pas du tout. Enfin moi je sais qu'il y a des trucs à l'époque, j'attendais des bénéfices de fou furieux, tu vois. Ouais. Genre il y avait un truc, c'était genre un cheat code qui se débloquait, tu vois. Ouais. Genre là j'ai pas exemple en tête. Alors j'ai des trucs mais c'est un peu trop honteux et je peux pas forcément les divulguer. Et mais des trucs, tu vois, des astuces que tu vois comme ça, et Ouais. que tu te dis putain si je fais ça, c'est vrai que je vais être un monstre. Tu le mets en Ouais. place pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, et c'est pas du tout le cas. Ouais. Parce que bah soit c'est un bullshit total, soit c'est un truc qui peut être en effet du plus, mais par rapport à quel point ça te fait chier de le mettre en place et à quel point ça te fait progresser, bah tu te rends vite compte qu'en fait, selon toujours ce principe, loi de Pareto, et ben t'en bénéficies pas plus que ça, tu vois. Et Mm. ça, c'est vraiment quelque chose à retenir et à avoir en tête, parce que sinon, encore une fois, vous allez développer des comportements ultra rigides. Et avant tout, ce qui est important, c'est la flexibilité. Et ça, c'est un des derniers points dont on voulait parler dans ce podcast. C'est qu'en gros, ce qui est très important d'être capable de faire,
Je me rends compte depuis tout à l'heure, je fais vachement ça comme geste. Ah, mais c'est tes origines, ça. C'est mes origines italiennes, mais gros, mais absolument. Tac. Comme ça, tu vois. Et donc, ce qu'on voulait dire depuis tout à l'heure, c'est donc la capacité, en fait, à s'adapter. Et la capacité à s'adapter, par exemple, typiquement quand vous êtes en compétition, vous adaptez le jour J, parce que c'est du matériel auquel vous aurez peut-être pas été habitué, à moins que vous ayez pu faire des séances dessus, mais bon, bref. Et au-delà du matériel, c'est des conditions qui sont différentes. Et même quand vous avez déjà fait de la compétition, c'est à nouveau des conditions qui sont systématiquement différentes. Et puis de toute façon, même si vous avez fait des compétitions, vous n'êtes pas habitué à la compétition. Votre entraînement, c'est pas. Même si vous faites des compétitions 4 fois dans l'année, bon, vous êtes entraîné, je sais pas, 4 fois par semaine, sur 50 semaines, 200 fois. Donc ça fait 50 fois plus. Donc bref, même admettons que vous fassiez pas mal de compétitions dans l'année, ça reste une part infime de votre entraînement, vous n'êtes pas habitué à la compétition. Et donc, ce qui est très important d'être capable de faire, c'est de s'adapter euh, sur la mise en place de ce qu'on va faire le jour J, et psychologiquement, donc, de ne pas être trop rigide. Or, si vous êtes tout le temps dans la suroptimisation et la volonté de tout calculer, surplanifier, même si évidemment qu'il faut avoir un certain niveau de planification, et ben vous allez justement le jour J être complètement désemparé parce que vous Eh allez oui. sortir complètement de ce cadre. Et là, si vous commencez à vous dire oh putain c'est la merde, c'est pas comme j'avais prévu parce que vous avez peut-être essayé de prévoir aussi d'avance, vous dire là ça va se passer comme ci comme ça, sauf que vous pourrez pas prévoir, c'est pas possible. Vous pouvez prévoir dans une certaine mesure évidemment, mais pas 100%, il y aura des imprévus. Et donc si vous n'êtes pas capable de vous adapter et dans les faits et psychologiquement de vous dire c'est pas grave, machin, ceci, cela, et ben là, vous êtes sûr de faire les choses de manière beaucoup moins optimale que ce que vous auriez fait si vous aviez eu cette flexibilité et cette façon de penser. Donc c'est ça qu'on voulait dénoncer aussi avec cette volonté de vraiment donner trop d'importance aux détails. Marco, je te laisse un petit peu le mot là-dessus aussi, parce que c'est vrai qu'en compétition, on peut remarquer ça pas mal. Les mecs qui sont un petit peu déboussolés, parfois c'est des mecs justement qui sont hyper pointilleux, hyper carrés, et du coup, putain, je suis vraiment, j'ai un problème avec ça, c'est un truc de ouf. Ils sont hyper, je vais faire comme ça, ils sont hyper pointilleux, ils sont hyper carrés. Ils sont hyper pointilleux, ils sont hyper carrés. Putain, j'ai répété 4 fois, c'est insupportable. Et du coup, quand ils arrivent en compétition, ils ont essayé de prévoir un petit peu plein de trucs, mais ils se rendent compte qu'il y a des choses qui diffèrent un petit peu, et du coup, ils se disent putain, ça me stresse et tout. C'est vrai qu'après, quand on a un coach, ça peut être un peu rassurant. Parce que le mec, justement, il peut être là en mode, tac, il te met la main sur l'épaule comme ça, en mode vraiment Pascal le grand fer, j'arrive pas à mimer, paf, t'inquiète pas, ça va bien se passer, fils. Et là, directement, tu te dis, je peux avancer droit vers l'objectif. Mais si vous n'êtes pas accompagné d'un coach, en tout cas pas sur place, et ben, il faut être capable de vous faire ça pour vous-même, tu vois, tac, comme ça, et après, voilà. Ouais, bah écoute, moi ça, je vais réagir après. Et je reviens un petit peu en arrière quand tu disais, ouais, il y a quelques années, on disait, ouais, Ouais, bon, ça mettait 3 4 5 ans à atteindre ton potentiel max. potentiel maximum. Bon, ça, franchement, à un moment donné, j'y ai cru. Moi aussi, ah J'y ai bah moi, cru et alors là, je me pareil. suis dit, ouais, j'avoue, c'est vrai, c'est sûrement vrai. Je le vois. En plus, ça fait quelques Ouais, années que je progresse plus et tout. Et tu vois, je me suis surpris moi-même parce que j'aurais jamais imaginé que à mon âge, je puisse encore progresser physiquement. Bon, après, toi et moi, on sait pourquoi j'ai progressé physiquement. Hein, c'est le on vous le dopage. dit, oui. Voilà aussi, faut le dire, c'est important. Et non, mais voilà, le stress mécanique, c'est le facteur numéro 1 de la progression de musculaire. Et en fait, avec la force, vous allez exercer un stress qui est quand même assez énorme, avec des gros exos polyarticulaires. Et moi, physiquement, à titre personnel, c'est ça qui m'a débloqué un palier pour progresser encore physiquement. Et je rappelle, j'ai 35 ans. Donc, si vous avez 18 ans et que arrivé à 25, vous dites ah, je progresserai plus jamais, machin, nan, nan, c'est des conneries. Ouais, Vous avez à 25 ans, vous avez encore de belles années devant vous pour progresser. Le tout, c'est de pas se blesser. Voilà, c'est vraiment ça qui est important. Et puis tu parlais aussi ensuite, et ça c'était hyper intéressant, des gens qui veulent trouver la solution magique. C'est des gens qui débutent, mais qui veulent tout optimiser dès le début. Déjà, d'une, ça pourra pas se faire comme ça parce que
les informations pertinentes, vous allez les collecter au fur et à mesure des années. En plus, maintenant, il y a tellement d'informations, faut faire le tri. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Et puis, t'as aussi les gens qui veulent essayer toutes les méthodes. Ça aussi, vous allez perdre. Alors oui, vous allez tester sur vous, ça peut être intéressant d'expérimenter dans le cadre d'une expérimentation, mais vous allez perdre vachement de temps. Moi, de mon expérience, c'est quand même plus payant de vous fixer un objectif ou par exemple une méthode ou quelqu'un qui promulgue une méthode d'entraînement, de s'y fixer pendant suffisamment longtemps pour avoir des gains et vous dire si c'est bien ou pas. Enfin, à ce moment-là, faut quand même aussi être intelligent et choisir quelqu'un qui a déjà eu des résultats sur d'autres personnes, etc. Donc ça aussi, c'est important de le souligner, le fait de voilà, il n'y a pas de solution magique, il n'y a pas de truc magique. Toi, tu disais, Victor, t'entendais des trucs, même moi, hein. Même, je me rappelle surtout les compléments, etc. Ouais, purée, Ouais. putain, si je prends... putain, après, ça te faisait une liste de 20 compléments à prendre. Avec ça, je vais être une machine de guerre. Et en fait, on en revient toujours aux bases. C'est toujours les trucs de base, en fait. Il n'y a pas de secret. Il y a pas de secret. Après, si, il y a un truc qui peut quand même accélérer votre progression, c'est faire les trucs bien dès le départ. Mais c'est quand même assez C'est rare. impossible. Bah ouais, T'es obligé, en fait, même si tu commences en faisant bien, t'es obligé de faire des conneries, de C'est tester ça. les conneries pour te Ouais. dire ah ouais, c'était de la merde en fait. c'est ça. C'est hyper important. Ouais. Et puis après, pour les compétitions, bah ça, je suis ok aussi. Et ça, je le disais dans un des podcasts, c'est que moi, des fois, j'essaye de sortir de ma zone de confort au niveau du matériel que j'utilise, de la salle où je suis, etc., pour mettre dans un environnement différent, pour pas être trop déstabilisé le jour de la compétition, parce que en fait, on n'est jamais, et ça tu le disais aussi, on n'est jamais préparé réellement à une compétition. Oui, la prépa, elle va bien se faire ou mal se faire, mais le jour J, vous serez jamais prêt à 100% parce qu'il y a des paramètres que vous pourrez pas contrôler et voilà, ça sera jamais comme vous le voulez. Je sais que en fait ça pourrait être peut-être la synthèse de ce podcast-là, c'est que la musculation c'est quand même vachement un truc de personnes qui aiment le contrôle. Faut se l'admettre. Parce que on apprécie, on contrôler les choses et du coup évoluer, voir l'évolution sur les trucs. Et c'est ça qui nous fait kiffer, c'est ça qui nous fait avancer. Mais voilà, faut aussi se modérer là-dessus. On peut pas tout contrôler et voilà, faut l'accepter, c'est comme ça. Donc je sais pas si ça sera un peu le mot de la fin, Victor. Je sais pas si t'as des trucs à rajouter. Non, mais ça m'a paru très bien. Mais c'est vrai que, bah, comme tu as dit, hein, la muscu, c'est un truc de mecs qui veulent tout contrôler. Parce que vu que c'est un truc très quantifiable sur plein d'aspects, et ben du coup, tu te retrouves à vouloir ensuite extrapoler ça un peu dans plein de domaines de ta vie et vouloir tout quantifier sur plein de choses. Et finalement, bah, ça amène comment dire, à des rapports aux choses justement qui sont pas très sains. Mais bon, après ça, en vrai, comme je l'ai dit juste avant et comme on l'a un peu évoqué là, c'est que je pense que, tu vois, tu peux avoir toute la théorie du monde, toutes les bonnes informations, t'es un peu obligé de faire tes conneries, tu vois. Même quand t'es coaché, je sais pas, tu vois, dans quelle mesure tu pourrais faire de la merde quand t'es coaché. Tu vois, admettons, je sais pas, tu veux mettre un petit peu plus lourd que ce qui est prévu sur un top 7 ou sur une fin de bloc, parce que, voilà, ou alors si le coach, il te met une fourchette à un moment de charge sur un truc, tu vas mettre la fourchette haute, alors que ça aurait pas été judicieux de mettre la fourchette haute, et parce que simplement... t'es con, tu vois. Parfois, t'as envie de progresser plus vite, et c'est toujours en fait cette envie de progresser plus vite que la musique. Tu vois, quand t'as un rythme de progression qui est bien, qui est stable, qui est linéaire, et ben de chercher à progresser plus rapidement encore que ça va très souvent être problématique parce que pourquoi ?
Si tout se passe bien, que tu mets tout bien en place, et que tu progresses à une vitesse qui est satisfaisante en plus, il y a de grandes chances, même des chances énormes, que tu puisses pas progresser plus vite. Ou alors, ce serait quasiment pas perceptible en fait. Parce que normalement, c'est que tu as plutôt déjà bien optimisé les différents paramètres à optimiser. Et donc en fait,